Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Philippe Terrancle, directeur des éditions Priva, est notre invité. Fierté toulousaine, la maison Priva fête cette année ses 176 ans. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Merci de nous rejoindre. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Passionné vous aussi par l'édition et par les livres. Alors Pierre-Yves, commençons tout de suite avec une première question à Philippe Terrancle. D'abord, je voudrais dire que j'aime les livres, j'aime l'odeur du papier, l'odeur de la colle, j'aime bien le livre matériel. Voilà, alors effectivement, c'est un des éléments du débat, on y reviendra peut-être un peu plus loin, mais d'abord, je voudrais vous poser une question très pratique. Vous avez évoqué tout à l'heure vos choix éditoriaux, que vous aviez écarté la fiction, etc. Pour fixer les idées, quelles sont vos 3 meilleures ventes actuellement ? Sur 2014, les 3 meilleures ventes, le premier livre qui aura fait en librairie un score à peu près de 10 000 exemplaires, c'est un livre d'histoire. Et c'est La guerre mondiale, c'est le témoignage le livre de Pétain sur la guerre de 14. Donc il s'agit bien d'un livre d'histoire écrit par Pétain à l'époque où il était encore une gloire nationale, avant qu'il tombe dans une forme d'infamie. Ça, c'est la première et la meilleure vente de l'année dernière. Deuxième meilleure vente, c'est pas évident parce que l'essentiel des ventes se fait sur les beaux livres juste autour de la période de Noël. Donc j'ai pas une lisibilité, une traçabilité complète. Mais à mon sens, ça devrait être l'Odyssée de l'aviation à Toulouse. Qui est un très bel album illustré, un texte d'Yves Marc, notre ancien directeur de collection, un excellent auteur, et des dessins de Sophie Bender. Et le troisième, non pas en chiffre d'affaires, mais en nombre d'exemplaires vendus, ça sera Violette Myrgue. Ça sera Violette Myrgue, Violette Myrgue, mystère et fromage à Toulouse. Voilà. Vous êtes satisfait des chiffres aujourd'hui pour Priva ? Jamais, ça c'est une hygiène, jamais. Ça confirme la pertinence de vos 3 pôles finalement, et puis aussi de cette innovation vers la jeunesse. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est très heureux. On a d'ailleurs tous remarqué que cette petite souris nous a un tout petit peu sauvé la fin d'année. Et ça confirme le fait qu'on a raison de publier de l'histoire, parce que le manuscrit de Pétain, il y a beaucoup de grandes maisons parisiennes qui voulaient le publier, et c'est Priva qui l'a eu. Parce que Marc Ferraud, qui nous a accompagnés pour ce livre-là, avait confiance en Priva au regard des historiens qui travaillent à nos côtés. Donc on a des historiens qui sont tout à fait référentiels. Et après, donc, l'aviation, là, c'est beaucoup plus, je dirais, un lectorat traditionnel de grands amateurs, voire de dingos d'aviation qui se retrouvent autour de ces livres-là. Et Violette Myrgue, pour nous, c'est quelque chose que nous étudions d'assez près. Puisque c'est... Ah oui, il y a un phénomène là, il y a quelque chose qui se passe, oui, en effet. Il se passe quelque chose. Oui, tout à fait. Alors, on dit que les grosses maisons d'édition ont pris 80% des parts de marché. Est-ce que, d'après vous, il y a encore de la place pour les petites maisons aujourd'hui ? Et quelle place à prendre ? Moi, je l'espère sincèrement. Ce que je crois simplement et très sincèrement, c'est que les livres dont on a le plus parlé, si on accepte les très grosses machines, les Harry Potter ou les élégances du Hérisson, n'est-ce pas, ont été publiés par des petites maisons. Je pense à Indignez-vous de Stéphane Hessel, qui reste toujours, on en parle toujours parce que ce sont des millions d'exemplaires. Ventes, c'est une toute petite maison d'édition montpelliéraine qui l'avait sorti. Ce qui nous sauvera, c'est l'originalité et la qualité de nos choix, et ensuite le respect de nos lecteurs. Le respect de nos lecteurs. Pierre-Yves. Alors, je voudrais revenir justement sur les choix éditoriaux, sur la ligne éditoriale. Bien évidemment, le critère attente du public, marché, etc. est important pour vous, vous l'avez dit. Mais il y a certainement d'autres critères. J'ai vu que vous aviez en particulier une rubrique dans votre catalogue Société et Actualité. Vous aviez des livres qui traitaient de politique, des religions et spiritualité, arguments, etc. Oui. Dans ce type d'ouvrages qui sont quand même plus délicats peut-être à traiter, quels sont vos critères de choix éditoriaux ? C'est vraiment une question qui est extrêmement complexe. Je voudrais donner peut-être un ou deux exemples que j'ai relevés, qui permettra peut-être d'éclairer un peu les choses. J'ai vu que vous aviez, enfin un petit peu au hasard, comme ça, vous aviez des livres, par exemple, sur des personnages politiques,
Vous avez fait 2 livres sur François Hollande, La République, le rêve français pendant la primaire des élections, le président élu ensuite. Bon, ça, c'est un choix. Il y a aussi un livre sur Sarkozy. Il y a des livres sur des leaders politiques régionaux, etc. Vous avez publié aussi un livre là, qui m'a un petit peu surpris, de Jacques Viguier. La République doit-elle vraiment guillotiner ses juges ? J'imagine qu'un ouvrage comme ça a dû déclencher peut-être un certain nombre de réactions vu le parcours de M. Viguier. Disons qu'aujourd'hui, Jacques Viguier a été acquitté 2 fois, dont une fois sur un procès qui était dépaysé, et que, puisqu'on parle de République, il est, pour nous, mais pour la France et pour la République, il est innocent de ce qui lui avait été reproché. Il reste un juriste de tout premier plan, et le livre que nous publions n'est pas la narration de ce dont il a été en partie victime lors de l'instruction du procès, mais bien quelque chose qui ressemblerait à un cours citoyen sur le rôle des juges dans la mécanique judiciaire française. Et Jacques Viguier ne fait que poser fortement, du fait de son statut de justiciable, des questions qui sont dans l'esprit de beaucoup... Un côté pédagogique alors. Absolument. C'est-à-dire qu'on pense à Outreau, on pense à des affaires comme celle-ci, au cours desquelles des juges ont, me semble-t-il, outrepassé ou mal fait leur travail. Jacques Viguier pose juste ces questions-là. Le titre est un peu provocateur, mais quand on connaît Jacques Viguier, qui est un homme d'une immense mesure, c'est un titre que nous avons un tout petit peu travaillé ensemble. Voilà. Alors comment ça se passe ? Vous avez une équipe de rédaction, vous regardez les manuscrits, vous discutez un petit peu sur ces sujets-là. J'ai vu qu'il y en avait un autre aussi que j'ai relevé, l'engagement des chrétiens en politique, par exemple. Ça c'est un livre qui est beaucoup plus ancien, qui était un excellent bouquin. Je n'étais pas encore directeur, j'étais directeur littéraire à l'époque. Je n'avais pas eu à me prononcer sur ce livre-là. Mais pour ce qui est de la manière dont cela fonctionne, nous avons des collections sur lesquelles nous avons des directeurs de collection, en histoire surtout. J'aime m'appuyer sur des directeurs de collection. En sortant de ce studio, je vais retrouver mon directeur de collection aviation, qui est Claire Juillet, un jeune thésard de l'université Jean Jaurès, c'est un type remarquable. Pour le texte de Jacques Viguier que vous évoquiez, monsieur, j'ai été contacté par un universitaire qui me dit « il faudrait que tu lises ça ». Je l'ai lu. Je l'ai fait lire à mon président, qui est M. Olivier Lamarque, qui me dit, écoutez, ça a l'air... parce que nous avions en tête la même chose que ce qui, me semble-t-il, était à la racine de votre question. C'est que, est-ce que Viguier écrit ce livre pour régler des comptes ? C'est ce que certains journalistes ont dit. Voilà. Oui. Ça veut dire que ça prouve effectivement qu'ils n'ont pas lu le livre, puisqu'il y a sur 250 pages, peut-être une page et demie dans laquelle Jacques Viguier... parle de son affaire, de l'affaire Viguier. Moi, si c'était pour régler des comptes, ça ne m'intéressait pas. On ne fait pas ça. Par contre, poser une question de société, qui est une vraie question, avec un homme qui a été quand même sali, qui est un Toulousain. J'étais en plus vraiment aidé, accompagné par un faisceau comme ça d'intellectuels toulousains qui me disent qu'il faut absolument qu'on prenne position. Olivier Lamarque, mon président, me dit, écoutez, franchement... nihil obstat, avais-je envie de dire. Rien ne s'opposait à la publication du livre. Nous l'avons sorti. C'est pas un best-seller, quoi. Il aurait mieux valu que Jacques Viguier publie quelque chose qui soit très directement lié à l'affaire. Mon problème n'est pas de vendre du papier dans ce cas-là. Pierre Riva. Non, c'est vrai que d'un point de vue éthique, le cas est intéressant parce qu'effectivement, en publiant un ouvrage comme celui-là, vous dites clairement, cette personne a été déclaré non coupable par deux cours d'assises, donc il n'y a aucune raison que cette personne ne puisse pas continuer à exercer son métier et à s'exprimer en tant que professeur de droit. Exactement, c'est pour ça que le cas est intéressant. Oui, mais on pourrait imaginer aussi que dans une maison d'édition, il puisse y avoir des gens qui disent « attention, c'est dangereux, ça ne va pas se vendre » ou « on va avoir des problèmes, etc. » Donc vous passez outre finalement. Oui, écoutez, l'édition c'est un délicieux mélange de prévoyance, c'est du talent et de la roulette. C'est du hasard et de la technique. D'un point de vue de la technique et de ce que l'on peut maîtriser, oui, ce texte de Jacques Viguier, moi j'avais envie qu'on le publie. Ensuite, le hasard, c'est est-ce que ça va marcher ? Est-ce que le public attend ? Est-ce qu'aux yeux du public, Jacques Viguier est vraiment innocent ?
C'est ça là aussi le cœur de la question. Et s'il est vraiment innocent, le public reviendra vers un texte technique, je dirais juridique de cet homme-là, comme il a le droit de l'écrire. Je ne sais pas, c'est pas encore tranché. Je ne suis pas persuadé que la loi ait été prononcée de manière assez forte vis-à-vis de Jacques Viguier. Philippe, vous êtes journaliste aussi. Oui, je n'ai plus de carte de presse. Qu'est-ce que vous a séduit dans le métier d'éditeur ? En fait, j'ai été éditeur après avoir été journaliste, ce qui m'a valu de vous connaître dans une autre vie, cher Doris. Non, ce qui, moi, m'a séduit, effectivement, c'est qu'on n'est jamais trop loin du texte, que dans le cadre de ce que je fais chez Priva, je ne suis pas trop loin non plus de l'image qui me passionne, vous le savez. Photographe, oui. Et ensuite, ce qui, moi, m'intéresse surtout, c'est continuer à avoir une activité culturelle qui instruisent, qui bâtissent, qui édifient des personnes, Moi, vous savez, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on a publié, par exemple... Ce qui vous fait avancer, voilà. Voilà, c'est ça. Ce qui me fait plaisir, c'est faire des livres qui fabriqueront eux-mêmes, qui engendreront d'autres livres. Quand on sort le gros livre Jaurès et La Dépêche, avec nos amis et partenaires de La Dépêche du Midi, 1000 pages, 10 millions de signes, on me dit c'est invendable, c'est illisible. C'est aujourd'hui devenu un archi-classique. On ne peut plus écrire aujourd'hui un livre sur Jaurès si on n'a pas travaillé sur ce livre-là. Parce que nous avons créé des index, nous avons fait un travail, un appareil scientifique assez considérable. Nous, Rémi Pêche, Georges Maillos, des grands historiens. Des grands historiens ont travaillé dessus. Pierre Jox nous a accompagnés, Jean-Noël Jeanneney pour Clémenceau aussi. Donc, ces livres-là, ce qu'on crée, ce sont des outils. C'est ça, qui sont lisibles par tout le monde. Lisibles par tout le monde et surtout utiles à toutes celles et ceux qui veulent se construire une conscience autrement qu'en lisant des journaux gratuits dont l'article le plus long est plus court que la légende d'une photo dans un livre normal. On ne donnera pas de nom. Non. Pierre-Yves, une dernière question. Oui, il y a un autre point sur lequel je voulais revenir. Il y a un débat qui est récurrent sur l'exception culturelle française confrontée au grand mastodonte de la marchandisation de la culture. Je ne donnerai pas de nom, on comprend bien. À l'arrière-plan de ça, il y a effectivement le débat, dématérialisation numérique, etc. Comment vous positionnez par rapport à tout ça ? C'est très complexe, bien sûr, on en est conscient. C'est vrai, c'est extrêmement complexe, mais enfin, moi, pour le coup, je suis décomplexé. C'est-à-dire que je fais partie des éditeurs qui n'ont pas peur des pixels. Je me dis que l'écran de l'ordinateur, l'écran numérique, peut venir en complément de ce qu'apporte le livre. L'exemple est simple, nous avons sorti avant-hier le guide du musée Aéroscopia qui vient d'ouvrir à côté de Toulouse, donc sur le site de Blagnac pour être précis. Nous avons créé un livre classique avec des auteurs, avec des photos, avec une mise en page, avec des renseignements pratiques et nous avons mis, même si ça paraît parfois un peu dérisoire, une série de QR codes qui permettent, quand on lit l'histoire du Latécoère R631, en flashant avec son smartphone ou sa tablette, en flashant le QR code, de voir le décollage en 1945 du premier Latécoère R631. Ça nous a permis de contractualiser avec l'Institut national de l'audiovisuel. Ça nous a permis de contractualiser avec Airbus, qui également nous a fourni de créer des liens, en fait. Et là, voilà, on a des compléments dématérialisés. Et j'inverse le truc. La dématérialisation n'est pas l'ennemi du livre. Si le livre, par la référentialité qui est la sienne, que vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez j'aime l'odeur du livre, j'aime son poids, j'aime sa nature physique. D'objet, un bel objet. Exactement. Pourquoi cet objet ne serait pas le point de départ d'aventures dématérialisées auquel il vous convierait ? C'est-à-dire, un livre peut être accolé à des QR codes, c'est un minimum, peut être accolé demain à de la géolocalisation. C'est-à-dire qu'un livre peut, en fonction de l'endroit où vous le lisez, vous apporter des contenus différents. Tout cela, nous l'étudions. Moi, je l'étudie, c'est un peu mon dada. Je pense que Doris le sait aussi. J'aime beaucoup l'ergonomie numérique. C'est quelque chose qui me passionne. Nous le travaillons avec des partenaires toulousains. Et j'espère que la prochaine fois que nous nous rencontrerons, j'aurai des choses à vous apporter également dans ce monde-là. Il y a encore beaucoup de portes à ouvrir, effectivement. Je l'espère. Les portes numériques, on a bien compris. Merci beaucoup Philippe Terranque. Merci Pierre-Yves Révillon. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Radio Présence. Si vous souhaitez nous écrire, goûtdentreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.